Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'école des femmes inspirantes, le podcast. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Ida. Alors Stéphanie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour parler de ce sujet qui me tient beaucoup à cœur. J'en ai écrit un livre, Femme-S, qui est paru en avril 2021, et je discute avec vous, celles que je connais et qui peuvent se reconnaître peut-être dans cette terminologie Femme-S, femme unique aux multiples facettes. Si je dis ça, toi, comment est-ce que ça résonne pour toi? Femme-S, c'est quelque chose qui résonne beaucoup pour moi avec les doubles facettes, enfin double ou triple ou multiples facettes d'ailleurs. Mais dans l'ouverture du sujet, j'aimerais plutôt me focaliser sur le mot inspirante, parce que Ah oui. je trouve ça formidable d'avoir l'inspiration. Et en fait, quelqu'un qui connaît pas du tout l'école des femmes inspirantes, il y a 2 ou 3 jours, m'a dit d'une amie à moi qu'il la trouvait inspirante. Et je trouve ça le plus beau compliment qu'on puisse te faire ou qu'on m'a fait à moi. Je pense qu'on a toutes besoin d'être inspirés, d'avoir des modèles, ce qu'on appelle en anglais des role models. Et si on peut avoir toutes les petites filles du monde inspirées par leurs femmes du quotidien dans leur famille ou dans leur cercle élargi, je pense que ça nous mènera très loin et ça pourra faire de ces modèles finalement une banalité et effacer un peu les questions de genre qui, pour moi, ne devrait pas avoir lieu. Je pense qu'on aura gagné la bataille le jour où les petites filles se réveilleront à 5 ans et nous diront moi, je veux être pilote de Rafale ou je veux être astronaute. Ce Mm. jour-là, il n'y aura plus de question de genre et on sera toutes et tous des femmes inspirantes. Mm. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, Stéphanie, justement? Alors, moi, je m'appelle Stéphanie Génichon. Mm. Je suis chef d'entreprise dans l'immobilier. J'ai une entreprise de marchand de biens. Je suis aussi aidante et voilà, je me définis plutôt comme une célibatante. Voilà. Célibatante, chef d'entreprise. Bon, je sais quelle a été ton histoire et comment tu as porté cette entreprise. Et en ça, quelle inspiration pour les autres, hein, de montrer comment est-ce qu'on peut ben, voilà, être là, être présente, être aidante et être cette chef d'entreprise que tu es aujourd'hui. Oui, oui, complètement. Euh, Est-ce que, justement, quand tu dis être inspiré, toi, ça veut dire quoi pour toi, être inspiré par quelqu'un? Je pense que tu le ressens déjà au niveau de tes émotions. Enfin, c'est pas quand tu as une personne vraiment qui t'inspire, tu peux pas rester assise sur ta chaise sans avoir des petits papillons dans le cœur, dans la tête qui te disent ben, moi j'ai envie de faire pareil en fait. Cette Mm. personne, elle est tellement inspirante. Si elle a un projet humanitaire ou quelque chose comme ça, tu as envie d'aller la rejoindre et de donner de ton temps, ou ça peut être un challenge personnel où tu as envie d'aller te dépasser, faire un marathon, ou je sais, je sais pas, quelque Mm. chose comme ça. Tu as envie j'entends des gens autour de moi qui disent bah, si tu as un leader, mais ça peut être une femme aussi, tu es prête à suivre cette personne au bout du monde et à donner ta vie pour elle. C'est ça l'ultime sacrifice. Enfin, c'est parce que cette personne-là, tu es tellement en confiance et qu'elle te demanderait n'importe quoi, enfin peut-être pas n'importe quoi, mais oui, tu adhères complètement à qui elle est, à ses idéaux, si elle a des valeurs que tu partages, bien sûr. Mm.
En tout cas, dans la première partie de ce que tu disais, j'entendais surtout je peux regarder quelqu'un sur lequel je peux projeter que pour moi aussi, ça devient possible. Oui, c'est exactement ça. Je regardais dans ma vie il y a pas longtemps et je me disais, par exemple, c'est un sujet que tu connais aussi, mes professeurs de danse classique, par exemple, et ben, je me rends compte aujourd'hui que c'est des personnes inspirantes. Mm. Puisqu'il y en a une, je viens de découvrir à 97 ans, elle a eu la chance d'avoir l'enseignement des ballets russes à Paris, donc c'est quand même extraordinairement inspirant. Énorme. Et elle fait toujours des ballets, son académie perdure aujourd'hui. Voilà, elle laisse une trace. Enfin, elle laisse une trace chez moi, chez de nombreux danseurs professionnels au jour d'aujourd'hui. Et mon autre professeur de danse, c'était une professeure anglaise qui était venue danser au Lido à Paris, donc Mm. dans un autre genre, et qui m'a permis de faire mes classes de la Royal Academy à Londres. Donc voilà, c'est des gens qui avaient traversé les pays, qui avaient traversé l'histoire. Et je pense qu'elles m'ont donné la force de dire, ben, si elles croient en moi, et du coup, moi, je crois en moi aussi, je crois que je peux dépasser toutes les limites et y arriver. Donc c'est ce genre de personnes qui sont, je pense, très inspirantes. Ouais, énorme. Énorme. Et, est-ce que tu peux nous parler de toi? Tu en as déjà un petit peu parlé, mais dire ce que tu as envie de dire justement, toi, sur ces différentes facettes. Parce que je suis sûre que ça peut inspirer justement beaucoup de personnes qui vont t'écouter. Alors moi, mes deux principales facettes, justement, je viens d'en toucher un mot, c'est le côté artiste et le côté plus normalité de monsieur et madame tout le monde. Donc depuis que j'ai 11 ans, j'ai vécu en sport-études, donc j'avais toujours deux facettes, artiste et étudiante ou artiste et professionnelle. Donc, c'est ce qui me définit déjà dans ma vie de tous les jours. Après ça, je pense que j'en ai plein d'autres facettes parce que je suis quelqu'un de très curieux de tout. J'ai du mal à trouver le temps d'assouvir à toutes mes passions ou toutes mes envies d'apprendre. Euh, et voilà, donc Mais tu j'ai fais beaucoup de choses, tu fais beaucoup de choses parce que ces facettes-là, artistiques, l'intérêt que tu as pour le théâtre, voilà, l'art de manière générale, la danse, tu viens de le citer. Tu es chef d'entreprise, tu as dit que voilà, tu es aidante également, tu aimes les voyages. Comment est-ce que tu fais? Parce que pour beaucoup de personnes, enfin, c'est rapidement limité. On se dit, ah bah non, moi je suis chef d'entreprise, j'ai trop de responsabilités, je suis très occupée, j'ai plein de dossiers sous le bras, etc. J'ai pas le temps d'aller au théâtre le soir, tu vois. Et toi, Hum. tu sais faire ça. Tu sais faire ça, tu sais être chef d'entreprise, tu sais aller aider les personnes qui ont besoin de toi, tu sais à t'accorder ces temps qui sont aussi importants pour toi. Donc, comment tu fais ça? Comment tu y J'ai arrives? j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. C'est pour ça que je suis à l'école des femmes aspirantes. Mais ce que j'avais appris peut-être toute seule avant de venir rejoindre l'école, c'est que, premièrement, il y a quelque chose que je crois vraiment, quand tu es passionné, tu vas trouver le temps, tu vas pousser les murs. Mm, Je dis toujours aussi, quand on veut, on peut, mm, quoi qu'il arrive. Le temps, c'est vraiment une notion de volonté un peu élastique. Je pense que c'est quelque chose qui te tient à cœur toi aussi. mm. Après, faut être bonne en gestion du temps, où ça s'apprend, faut prioriser ou prioriser. Je sais pas, faut déléguer aussi Ouais, dans ton métier de chef d'entreprise. ouais. Quand t'es maman à la maison et que tu as beaucoup d'enfants, ce qui n'est pas mon cas, mais je pense que la première qualité, c'est ça, c'est de savoir déléguer, aussi Mm. bien à la maison que dans le milieu professionnel. Et la clé que j'ai découvert au fur et à mesure des années, c'est savoir très très bien s'entourer. Ouais. Ce que je pense que tu sais faire parfaitement bien aussi, Eda. Mm.
Ça rejoint, écoute, on a tourné aussi un épisode donc, du podcast avec Carole et qui a mis, elle aussi, l'accent sur cette notion d'environnement, d'être bien entouré et d'avoir un terreau fertile à nos projets. Alors, ça peut être familial, évidemment, si on a un mari qui est soutenant, etc. Mais j'ai vite repris aussi autour de cette idée-là parce que sinon, pour une femme pour qui le mari ne serait pas très encourageant, elle pourrait tout de suite se dire, bah voilà, moi, ça y est, j'ai pas ça. Mais un environnement soutenant et s'entourer d'un environnement soutenant, ça se crée aussi. Voilà, c'est à chacun de nous aussi de créer ces liens qui nous aident à avancer dans la vie. Je sais pas ce que tu en penses de ça. Oui, je pense que tu as fait raison. C'est pas facile parce que moi, par exemple, je suis revenue de l'étranger expatriée en milieu professionnel français il y a une petite dizaine d'années et au début, j'avais pas ça autour de moi. Donc, Ouais. j'ai mis du temps à le construire. Mm. Mais une fois que je l'ai construit, que j'ai eu les bonnes personnes, après, c'est tellement facile parce que tu travailles avec tes meilleurs amis. Bizarrement, au jour d'aujourd'hui, je suis entourée presque que de femmes, sans l'avoir choisi, sans l'avoir fait exprès. C'est juste peut-être qu'elles sont les meilleures sur la place de Paris, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que tu as tendance à t'entourer des personnes qui te ressemblent, je pense un peu forcément. Donc, un peu des mêmes méthodes de travail, les mêmes valeurs que ces personnes partagent autour de toi. Il y a certaines personnes qui disent que tu es la somme des 5 personnes les plus proches autour de toi. Donc, je pense que c'est certainement vrai pour moi et des 5 personnes et des 10 ou 15 personnes professionnellement ou amicalement qui m'entourent. Et donc, du coup, ça me donne beaucoup de force. En fait, c'est ça qui te donne de l'énergie positive, qui alimente ton moulin et qui te permet d'en faire encore plus, soit parce que tu délègues à ces personnes-là, soit parce qu'elles t'apportent la motivation et l'énergie nécessaire en plus et la passion que tu peux partager avec cette personne-là. Euh, voilà, oui, Mhm. soit tu délègues à elle et elle t'enlève de la charge de travail et de la charge mentale, soit elle t'apporte, et ça peut être de l'énergie en plus Ouais, et une complètement. motivation, une cohésion à commencer des nouveaux projets ensemble, en fait, Ouais, par exemple. Ouais. exactement. Et je pense que c'est quelque chose qui se construit, qui se tisse. C'est avec le temps. Voilà. Parfois, on a envie que tout arrive tout de suite, d'avoir les bons contacts, etc. Mais c'est vraiment, c'est un travail d'orfèvre aussi de créer cet environnement, je pense. Oui, je pense que ça prend plusieurs années, en fait. Ouais, Si tu te délocalises et que tu recommences ta vie dans un nouveau pays, par exemple, et tu ouvres une page blanche, tu vas pas la voir tout de suite. Donc, au début, ça va peut-être être un peu inconfortable, c'est ça. mais je pense qu'il faut croire en toi et croire, comment dire, en l'univers qui Ouais, va t'aider. Et ces personnes-là, elles vont être aimantées vers toi et toi, tu vas aller vers ces personnes-là. ouais. Et là, par exemple, je vais fêter en fin d'année les 5 ans de ma meilleure amie à Londres. On s'est rencontrés lors d'un week-end. Et voilà, c'est l'une des personnes les plus inspirantes que je connaisse. C'était le destin, mais en fait, comme on dit souvent, il n'y a Ouais. pas de... En fait, on il- n'est jamais à l'abri de faire une merveilleuse rencontre. C'est ça que ça veut dire oui, aussi. ça c'est vrai. Il y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres, comme Ouais. certaines personnes disent. Mais en fait, je pense que tu es quand même créateur toi-même de ton Oui, hasard, de tes c'est ce que je opportunités. vous dis souvent quand vous arrivez en séminaire, parce que bah, il y a tout ce parcours que vous faites en individuel, et puis un jour on se retrouve vraiment physiquement, etc. Et je vous dis souvent, soyez attentive aux conversations que vous allez avoir les unes avec les autres, et vous ne savez pas ce que vous allez faire les unes avec les autres un jour peut-être. Voilà. Et je vous raconte souvent l'anecdote qu'aujourd'hui, ma directrice de communication, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans un séminaire il y a 6 ans maintenant. Et Mm. il y a même plus que ça, parce que c'était en 2016, donc voilà, faites le calcul, 7 ans. Et qui était ma voisine de table, en fait. Et on a d'abord eu des conversations bah, voilà, de deux personnes qui se rencontrent dans un séminaire.
la vie nous a permis de boire des verres à certaines occasions par la suite. Et puis, de fil en aiguille, bah, il se trouve qu'elle faisait de la communication, qu'elle s'était formée au marketing digital, etc. Et puis, ben, ça devient la personne à qui un jour vous demandez de venir vous rejoindre, en fait. Oui, je pense que c'est exactement ça. Au début, il faut pas chercher, il faut prendre juste la vie comme elle est et tu t'apercevras que ce sont les bonnes personnes pour toi dans ton environnement C'est ça. personnel ou dans une situation difficile à un moment donné. Tu C'est auras la ça. bonne personne autour de toi et il te suffira de claquer des doigts ce jour-là, quoi. Mm. Ouais, complètement. Comment tu perçois, toi, la situation des femmes actuellement? Est-ce que tu perçois des enjeux particuliers, voilà, au travers de ce qu'on peut vivre, notamment depuis le Covid, les différentes crises successives qu'on peut traverser? Qu'est-ce que tu perçois pour les femmes? Bon, moi, je pense que ça va quand même dans le bon sens en général. On progresse petit pas par petit pas, notamment avec la loi Rixin, bon, qui va encore mettre quelques années à se mettre en place, mais ça va nous mettre, ça va nous ouvrir des opportunités à tous et à toutes, aussi bien aux hommes d'ailleurs. Ça va leur faire beaucoup de bien d'être Pourquoi tu dis confrontés à ça? une Je, diversité. je, je crois que je partage ton point de vue là-dessus, mais peut-être qu'on peut expliciter pour celles qui nous écoutent. Pourquoi est-ce que tu dis ça sur le fait que pour les hommes, cette loi, alors peut-être je te laisse expliquer en 2 mots ce qu'est cette loi, et donc et approfondir sur ça peut faire beaucoup de bien aux hommes aussi, cette loi. Ben, la loi dit que c'est d'ici 2030, je crois qu'on va avoir des quotas vont devoir être respectés dans les comités exécutifs des entreprises, comités de direction. Donc, on va être à 50% de femmes, 50% d'hommes. Ben, moi, je crois beaucoup en la diversité dans les entreprises à tous les niveaux, la mixité culturelle également. Et donc, ben, si on a toujours le même stéréotype d'hommes qui sortent en plus des mêmes écoles, qui ont le même âge, etc., ça va nous donner le même type de pensée. Et je pense que c'était un petit peu le cas bah, dans les années précédentes. Et si on amène une perspective féminine, une sensibilité féminine, il y a peut-être des perspectives qui vont s'ouvrir. On va aborder les problématiques d'une manière un petit peu différente. Mais il n'y a pas que les femmes, d'ailleurs. Il faut diversifier un petit peu en termes de culture, en termes d'âge aussi autour de la table, parce qu'on voit que la génération des millennials n'ont pas du tout les mêmes aspirations que nous. Ils sont beaucoup plus protecteurs, par exemple, de la planète, beaucoup plus réceptifs à la transition écologique, des problématiques comme ça. Donc, il faut une mixité à tous les niveaux. Mais effectivement, sortir du schéma un peu standardisé de reproduire le même avatar de 10 personnes masculines autour de la table du COMEX, il est temps d'en sortir, je crois. Et ça va apporter beaucoup. Et ça peut apporter quoi, selon toi, aux hommes, aux femmes, à la coopération entre les hommes et les femmes? Ben, je pense parce que en fait, c'est quelque chose dont j'étais pas consciente moi-même. J'étais un peu coupable de ça quand j'étais plus jeune, de voir le monde toujours un petit peu à travers les mêmes lunettes. Et en fait, plus tu voyages et plus tu t'es ouvert et tu parles avec les gens, tu t'aperçois que tu as des perspectives radicalement différentes qui nous viennent de notre éducation, de tout un tas de choses. Et donc, si on permet à Monsieur X d'exprimer sa vision des choses, son analyse d'une problématique, par exemple, avec ses lunettes à lui, et que tu permets à Madame X qui vient d'un autre pays avec une autre culture, que tu permets à quelqu'un qui est comment dire, d'une génération d'anciens, peut-être, avec d'autres
d'autres valeurs qu'on a peut-être perdues aujourd'hui, que tu permets à un millennials qui refait un équilibrage de tout un tas de valeurs qui pour nous étaient Mm. évidentes. Ben, ça va créer du challenge, ça va créer peut-être des, des situations peut-être potentiellement conflictuelles dans un premier temps, mais de tout ça va émerger peut-être une autre solution plus créative, Mm. en fait, qui va être la somme de toutes ces remises en cause. Ouais. Il y a un nouveau modèle qui peut émerger de ça finalement, de nouvelles organisations du travail, une nouvelle façon de produire peut-être. Qu'est-ce qu'on produit aussi et comment on le fait et comment on redistribue aussi les rôles de chacun. Il y a peut-être quelque chose de ça qui peut émerger aujourd'hui. En tout cas, moi, c'est ce que j'arrive à observer de là où je suis et notamment de par l'impact de cette loi X1 à venir dans les organisations. Ouais, 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 tout à fait. Si je te parle de la liberté et d'être une femme libre aujourd'hui en France, ça veut dire quoi pour toi? Alors moi, j'ai plusieurs aspects de la liberté auxquels je pense. Personnellement, la première liberté à laquelle je pense, c'est la liberté financière et l'autonomie financière des femmes. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je trouve que sans ça, tu es un peu pieds et poings liés. C'est un petit peu le nerf de la guerre, j'ai envie de dire, malheureusement. Complètement. Donc, je trouve que c'est assez indépendant d'assurer sa sécurité en fait, financière contre tous les aléas de la vie. On a la chance d'être en France où on est quand même, on a un système qui nous protège pas mal. Mais je trouve qu'il ne faut pas non plus se reposer sur les systèmes, mais se reposer sur ses lauriers et apprendre à gérer son risque. C'est quelque chose que j'ai appris à faire, comment dire, d'une manière dramatique en tant que chef d'entreprise dans les 10 dernières années. J'avais commencé à aborder la problématique en Angleterre du milieu corporate. C'était quelque chose qui était déjà assez émergent au niveau des clients corporate, mais que je ne comprenais pas tout à fait. Mm. Et en fait, quand tu es dans la position du chef d'entreprise et que tu es en risque de tous les côtés et que tu te les prends, les risques, tu les réalises et tu réalises qu'il faut les anticiper, qu'il faut les prendre en compte pour être prête le moment venu. Et on est quand même dans un environnement ces temps-ci, je trouve, d'un point de vue économique, politique, etc., qui est assez instable. Il y a pas mal de risques et je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre à gérer d'un point de vue professionnel, personnel, en tant que chef d'entreprise, mais même en tant que salarié et en tant que chef de département sans tomber dans une paranoïa, sans être quelqu'un de très méfiant, parce que j'aime quand même travailler, enfin, ou être dans des environnements de confiance, c'est quand même plus agréable. Mais juste quand tu les intègres, quand tu les as en conscience, tu peux plus te préparer, t'es moins choqué dans la réaction quand tu arrives, parce que finalement, quand tu l'as intégré mentalement, tu es prêt, tu as les réponses, tu as les plombées, etc. Donc, la gestion du risque, ça me Ouais. paraît quelque chose Donc de... donc un encouragement pour les femmes à être conscientes de l'époque dans laquelle on vit et de se protéger finalement, aussi bien financièrement que dans le travail qu'elles ont et le pilotage et le pilotage finalement de leurs responsabilités dans un monde qui est de plus en plus incertain, quoi. Il y a de ça. Oui, voilà. Mm. Je m'aperçois que j'ai peut-être un petit peu dérivé de ta question première de liberté. Ouais, mais je pense que, parce que pour moi, c'est très lié en fait. Comme ce que tu évoques là, pour moi, fait référence à notre responsabilité en fait face à un monde qui est en effet assez imprévisible,
pas facile à appréhender et risqué, du coup. Et je pense qu'on est libre dans un monde comme celui-là si on est en capacité de prendre en compte la situation telle qu'elle est et de se mettre en possibilité de répondre par rapport à cette situation-là, donc en possibilité de responsabilité. Donc, je pense que pour moi, c'est très lié le fait que tu évoques ces deux sujets-là ensemble. Et vous serez des femmes libres si vous veillez à votre porte-monnaie, à ce que votre porte-monnaie vous appartienne, en fait. Et vous serez des femmes libres si vous êtes capables, face à un monde compliqué, et ben, de naviguer, quoi. Voilà. Donc, pour moi, c'est très, très lié ce que tu es en train de dire. Oui, oui, c'est vrai ce que tu dis. Pour moi, il faut d'abord sécuriser, Mm. assurer le socle, le carcan, le cadre, si tu veux. Et là, tu peux te libérer. Enfin, moi, j'ai deux, oui, j'ai deux images qui me viennent tout de suite. C'est que la libération, pour moi, c'est le hamster qui sort de sa roue et qui arrête de courir tout le C'est ça. temps dans la roue. Et notamment, si je raccroche ça à la liberté financière, c'est de pas te mettre des liens, t'enfermer dans une sorte de prison où, par exemple, tu serais en train de travailler juste uniquement sans cesse pour ton banquier. Ouais, Là personnellement, je trouve qu'il n'y a plus de liberté. La ouais. liberté, c'est pas faire n'importe quoi et Non. décider de te libérer, mais c'est d'abord avant ça d'avoir assuré un minimum qui te permet de te libérer par la suite, en fait. Ok, super. Si tu avais un... on va conclure, on va parler de ça très très longtemps, mais il faut qu'on conclue parce que ça fait déjà 40 minutes. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais dire aux femmes sous forme d'un message? Les femmes qui nous écoutent là, tu as envie voilà, à partir de tout ce qu'on a dit là, de distiller un message, ce serait lequel? Alors, je pense que le plus important pour moi, c'est oser. Et je pense que j'ai été coupable de ça pendant, pendant longtemps, que je me suis mis peut-être des barrières limitantes qui n'avaient pas lieu d'être. En fait, la peur de l'échec, des choses comme ça qui sont, je pense, très prégnantes dans notre culture française. En fait, qu'est-ce que vous risquez en fait? Vous Mm. risquez peut-être d'avoir un non, de vous casser la figure, mais bon, vous vous relèverez, ce sera une expérience pour la prochaine fois. Et il y a des choses, par exemple, que j'ai osé, moi, récemment, dans les 6 derniers mois, et maintenant, je me dis, bah, si je ne les réussis pas, c'est pas grave, en fait, c'est juste un jeu, quoi. Ouais. Voir un petit peu la vie comme un terrain de jeu, s'amuser des choses plutôt que de se mettre la pression et de se mettre des enjeux infernaux, alors que en fait ça peut être vécu de manière beaucoup plus simple que ça, quoi. Mm. Formidable. Je te propose qu'on reste sur ce message d'audace que tu envoies aux femmes-s aujourd'hui. Merci beaucoup, Stéphanie, d'avoir accepté cette invitation et de cet échange qui nous donne voilà, des fils à tirer hein, sur finalement comment est-ce qu'on peut vivre toutes ces facettes, s'autoriser beaucoup de choses et, euh, et puis naviguer dans ces environnements qui ne sont pas toujours simples, mais qui ne nous empêchent pas d'être libres finalement. Merci beaucoup, Stéphanie. À vous toutes. Prenez soin de Merci à vous toi. et Merci à toi, révélez. Lisa. Mm. Merci. À vous toutes. Prenez soin de vous et révélez toutes vos facettes. À très bientôt.